Il y a une légende noire concernant Marie-Antoinette, il y a ce qu'on pourrait appeler une légende dorée concernant Danton, quand ce ne serait qu'en raison du rôle décisif et glorieux qu'on lui prête le 2 septembre avec son fameux discours lorsque la patrie était menacée, de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace. Eh bien, je crois que toutes ces choses sont à reprendre un peu en détail. Premier point, ce Danton qui va apparaître assez longtemps comme le chef des sans-culottes n'appartient pas au petit prolétariat. Son père était huissier, pas du tout riche certes, mais en fait tout de même un petit notable d'Arcis-sur-Aube. Et ce père est mort assez rapidement, sa mère s'est remariée, et le beau-père de Danton a été très gentil pour les 5 enfants qu'avait Madame Danton. C'est lui qui a payé les études de Georges, d'abord à Reims, puis à Troyes, puis à Paris. Il est ambitieux, il veut être avocat, il veut obtenir ce que l'on appelle une charge d'avocat au AUX au pluriel, au Conseil du Roi, qui est un mot fictif. C'était des charges qui s'achetaient et qui étaient fort chères. Or, lorsqu'il est à Paris et qu'il veut obtenir cette charge, il a en tout et pour tout 5 000 francs, c'est tout. Or, la charge coûte 78 000 francs. Alors, comment va-t-il faire? Il y a une manigance assez extraordinaire et que personne n'a encore élucidée. C'était un maître Huet, H-U-E-T, qui possédait, qui allait lui vendre cette charge. Il avait une maîtresse, pas une femme, une maîtresse, et c'est cette maîtresse qui prêtera, Dieu sait pourquoi, 36 000 francs à Danton. 36 000 francs qui s'ajoutent aux 5 000 disponibles. Et les 37 000 qu'il reste, eh bien, il va les obtenir de sa fiancée. Il s'est fiancé avec la fille d'un cabaretier qui s'est enrichi. Elle s'appelle Gabrielle Charpentier. Monsieur Charpentier a bien réussi et a même acquis à Fontenay une assez belle propriété. Danton aime réellement cette Gabrielle. Elle va lui fournir les 37 000 livres avec sa dot, les 30 000 livres nécessaires. Il s'installe dans un appartement cossu qui se situe dans une maison aujourd'hui disparue, mais à peu près exactement à l'emplacement de ce qui fut la statue de Danton, je ne me rappelle pas s'il a été restauré, derrière l'Odéon. Comment est-il ce personnage? Eh bien, c'est un gros monsieur qui est très solide, qui a de fortes épaules, qui a des cuisses puissantes, qui a une respiration admirable, et c'est un garçon qui a une blessure à la lèvre supérieure gauche. Il dira volontiers, quand j'étais enfant, j'ai reçu un coup de corne d'un taureau, il était possible que ce ne soit qu'une vache, mais enfin cette cicatrice est très apparente et Chateaubriand y fait allusion dans la rapide description qu'il nous donne de lui. C'est un ambitieux, c'est un garçon très positif et qui sait ce qu'il veut. On va lui attribuer une phrase que Prudhomme, qui dirigeait un quotidien qui s'appelle Les Révolutions de Paris, une phrase que Danton ne démentira pas. Il aurait dit tout de suite, puisque les rois ont enrichi les nobles, il faut que la Révolution enrichisse les patriotes. Ce qui est très clair. Qu'est-ce que les patriotes? Attention, c'est un mot dont l'acception a changé. Un patriote est aujourd'hui un nationaliste, un ami de la patrie. On n'était patriote en 89 que si l'on était un ami de la liberté. Les patriotes sont les progressistes. Eh bien, Danton est tout de suite frappé de la gloire qui a entouré ce jeune Camille Desmoulins, qui, vous vous rappelez peut-être, le 12 juillet, monté sur une table au Palais Royal et a prononcé un discours véhément accompagné de gesticulations persuasives. Bien, quelques jours plus tard, le 18 juillet, Danton, à son tour, se fait remarquer dans le district où est sa maison, qui s'appelle le district des Cordeliers. Il y a un nouveau club qui vient de se constituer, le club des Cordeliers, et Danton est à la tête de ce club, et le 18 juillet, il y prononce un texte véhément. Alors, regardons-le progresser. Eh bien, il ne manque pas d'audace, puisqu'il voudrait, il s'est fait nommer président de son district, mais il voudrait tranquillement essayer la mairie de Paris. Il y aura 12 000 électeurs, sur ces 12 000 électeurs, il aura quelque chose comme 48 voix. C'est M. Bailly, qui est un personnage considérable, membre de l'Académie française et grand savant, qui sera élu maire de Paris. Mais, tout de suite après, il aura une petite vengeance, parce qu'il va obtenir d'entrer dans ce qu'on appelle l'administration départementale. L'administration départementale comportait 30 membres, et le jeune Danton est membre de ce qu'on appelle le département de Paris. Il n'est pas arrivé tout seul. Il est arrivé avec l'appui de quelqu'un qui lui ressemble et qu'il a trouvé extrêmement intéressant et qui s'appelle Mirabeau. Tout le monde sait aujourd'hui que Mirabeau était un vendu, et c'est M. Mathiès qui découvrira et qui publiera le document écrasant sur Danton que voici. C'est du 10 mars 91. Mirabeau écrit à M. Lamarck, L-A-M-A-R-C-K. Lamarck est un des hommes préposés par Louis XVI pour les achats de conscience, et les consciences les plus hautes sont évidemment les plus chères, et nous savons par cette lettre du 10 mars 91 que la veille, c'est-à-dire le 9 mars 91, Danton, sur les instructions de M. Lamarck, a remis la somme de 30 000 livres, enfin 30 000 francs, à M. Danton. Tiens,
30 000 livres à M. Danton pour servir la cour. Mais dans la même lettre, Mirabeau avertit M. Lamarck, j'ai bien l'impression que c'est de l'argent mal placé, car si vous observez ce qu'écrit Camille Desmoulins, qui n'écrit que sous la poussée de Danton, vous apercevrez que Camille Desmoulins ne calme pas son ton et qu'il est toujours aussi agressif à l'égard du roi. Et Mirabeau mourra le 2 avril avant de voir le comportement de Danton qui n'est pas convenable, puisque Danton, le 16 avril, sera un des manifestants les plus véhéments pour empêcher le roi de sortir des Tuileries. Louis XVI avait l'intention de se rendre à Saint-Cloud. On le soupçonne de vouloir faire ses Pâques à Saint-Cloud de la main d'un prêtre réfractaire, et il y a une opération désagréable de la foule, avec Danton au premier plan pour empêcher le roi de sortir. Si bien qu'on peut en conclure, et avec certitude, que Danton encaisse, mais ne remplit pas son contrat. Toujours est-il qu'effectivement, sa notoriété grandit, et il aurait pu espérer être de la législative pour les élections qui ont lieu en septembre 91. Malheureusement, qu'est-ce qui va se passer qui va l'empêcher de le faire? Eh bien, j'ai déjà fait allusion à cette tragédie du 17 juillet 91, où, au Champ de Mars, la garde nationale a tiré brusquement sur la foule. Danton n'était pas parmi cette foule, mais il avait été averti, on le sait, c'est également Mathias qui en a apporté la révélation, il avait été averti la veille, n'allez pas au Champ de Mars, c'est dangereux. Robespierre n'avait pas été averti. Danton est averti, il avait pris ses précautions, il s'était retiré à Arcis-sur-Aube, et de là, il s'est même retiré en Angleterre. Si bien qu'il était absent au moment des élections, il aurait pu y aller, il avait suffisamment d'argent maintenant pour être éligible, il fallait, je vous le rappelle, payer l'équivalent de 50 journées de travail, il était en mesure de le faire, il ne sera pas élu parce qu'il n'a pas pu faire campagne et il est donc écarté de la législative. Néanmoins, l'année 1791 sera pour Danton une année remarquablement fructueuse. Premièrement, il vient se faire rembourser par l'État, et c'était normal, sa charge, puisque maintenant la vénalité des charges a été abolie et l'État les rachète. La charge qu'il avait payée 78 000 francs et qui lui avait tout de même rapporté quelque argent, elle lui est rachetée pour 68 000 francs. 68 000 francs. Mais, M. Mathias, qui a travaillé, comme disait Aulard avec haine, sur les petits papiers, M. Mathias a révélé les choses suivantes. Les achats de Danton dans l'année 91. Pour 48 000 francs, Danton devient possesseur du domaine de Nuisement, 73 hectares, qui est un bien national, enfin un bien ecclésiastique. Pour 8 300 francs, il acquiert le prieuré de Saint-Jean-du-Chêne. Et pour 23 500 francs, il achète une gentilhommière qui est au bout du pont d'Arcis-sur-Aube et qui est une maison très brillante. Donc cette année 91 fait de Danton brusquement un grand notable à Arcis-sur-Aube. C'est un personnage considérable et qui a des ressources. Voilà maintenant qui arrive à la législative, sans être membre législatif, mais il se met en vedette et il se félicite de voir la guerre déclarée par ses amis jacobins, comme vous savez, le 20 avril. Puis, comme le roi, après avoir utilisé ces jacobins pour se prendre la responsabilité de la déclaration de guerre, les a congédiés le 13 juin, Danton est un de ceux qui vont contribuer à l'assaut des Tuileries, mais cette fois pas un assaut très méchant puisqu'on n'a rien payé. Mais le 20 juin 92, vous le savez sans doute, la foule, toujours la foule ouvrière, entre dans les Tuileries pour essayer d'obtenir du roi qu'il cède et qu'il ramène au pouvoir les Jacobins. Le roi ne cède pas. Le roi est acculé même dans l'embrasure d'une fenêtre, il accepte de se coiffer du bonnet rouge, il accepte de boire un verre de gros vin. La reine est derrière une table où elle reçoit des appellations assez injurieuses, mais le roi n'a pas cédé, si bien que c'est raté. Je rappelle votre attention sur le fait qu'il y avait beaucoup d'audace de la part de ces trois jacobins à mobiliser les passifs pour les ramener au pouvoir, alors qu'ils étaient parfaitement déterminés à les laisser passifs. Et c'est là où Robespierre intervient en disant, avec des formules meilleures que moi-même, je trouve un peu raide, disait-il dans l'équivalent, que l'on mobilise des passifs au service de gens qui sont décidés à les laisser passifs. 20 juin passe sans résultat, mais le 10 août, c'est tout à fait autre chose. Danton est dans la coulisse. Danton ne se jettera pas dans la foule, il est là du dehors, mais il fait déjà partie de ce comité insurrectionnel de l'ancienne commune de Paris, qui est maintenant la nouvelle commune insurrectionnelle, appuyée par toute la racaille. Et Danton va accepter que la garde nationale soit désormais ouverte aux passifs, c'est-à-dire à ces gens dont on avait dit surtout pas les fusils entre les mains de la racaille. C'est le grand événement du 10 août, la garde nationale est maintenant ouverte à n'importe qui, en particulier aux prolétaires. Il faut que vous vous rendiez compte de l'effet que cet événement va produire sur les membres de la législative.
Les membres de la législative sont tous des notables, puisque vous savez qu'il fallait être riche pour être éligible, et il voit tout à coup naître un pouvoir illégal et puissant en face de la commune. Eh bien, regardons de près la conduite de Danton, elle est intéressante à examiner. Dans la nuit même du 10 au 11 août, alors que le roi est maintenant prisonnier, ou plus ou moins prisonnier, il se fait élire vers 1h du matin par une législative de 750 membres qui est réduite à moins de 300, parce que les législateurs ont sommeil ou parce qu'ils ont peur, et par 223 voix sur 284, c'est tous les votants, Danton brusquement devient ministre. Or, il avait été nommé le 8 décembre substitut du procureur de la commune. Peut-être vous rappelez-vous déjà qu'un substitut du procureur de la commune deviendra célèbre en 93-94, c'est Hébert. Mais à ce moment-là, 8 décembre 91, c'est une commune encore très convenable, c'est la commune des notables de juillet 89. C'est cette commune-là qui l'avait élu substitut du procureur. Il avait été intronisé le 22 janvier 92, il avait prononcé à ce jour-là un curieux discours, dont j'extrais la citation suivante. La nature m'a donné des formes athlétiques et l'âpre physionomie de la liberté. Il était en effet assez vilain, mais il estimait que cette laideur traduisait son patriotisme. Alors il y a deux commentaires à ces phrases de Danton. Gorsas, qui est un Girondin qui dirige un journal intitulé Le Courrier des départements, écrit « J'ai de M. Danton une opinion peu saine ». Il ne se compromet pas, mais il semble indiquer qu'il n'est pas très confiant. Quant à Madame Roland, c'est-à-dire Manon Flippon, vous savez qu'elle est beaucoup plus jeune que son mari de 58 ans, elle a 35 ans, Manon Flippon dans ses mémoires dit « Quant à Danton, il me paraissait avant tout un jouisseur ». Bon, alors le voilà qui est maintenant ministre, et quand il était substitut dans la première commune, non pas la commune insurrectionnelle, il avait un traitement de 6 000 livres. Le traitement du ministre de la Justice, est de 100 000 livres. Ça, c'est bien joué. Mais attention, vous allez voir ce qu'il va faire et quelles sont ses intentions. Très habile du reste. Danton n'ignore pas que dans la législative, il y a épouvante à l'égard de cette commune qui représente l'anarchie. C'est le mot qu'emploiera perpétuellement M. Roland et ses amis. C'est l'anarchie. Il va se faire élire ministre pour créer une espèce de lien permanent entre le gouvernement, puisque M. Roland est redevenu ministre, et cette commune insurrectionnelle. Pour calmer les gens de la législative, pour leur dire, écoutez, avec un homme comme moi, soyez tranquille, l'essentiel ne sera pas compromis. Qu'est-ce que c'est avec l'essentiel? Mais je suis obligé de vous rappeler que cette grande affaire, cette grande peur des possédants existe depuis 89. J'apporterai là-dessus de petits faits. Par exemple, Madame de Staël, qui est le contraire d'une imbécile, en 1816, l'année de sa mort, va publier des considérations sur la Révolution française, dans lesquelles elle écrira la phrase suivante que je suis allé vérifier parce que je trouvais cette rédaction presque incroyable, mais elle est bien telle que je vais vous dire. Les gens de la classe ouvrière, écrit-elle, les gens de la classe ouvrière s'imaginèrent que le joug de la disparité des fortunes allait cesser de peser sur eux. Et Chateaubriand, qui a le sens des formules, dira pour sa part, les sabots frappaient à la porte des gens à souliers. On a horriblement peur du côté des propriétaires que quelque chose comme un mouvement insurrectionnel qui mettrait en cause la sécurité des fortunes se produise. Ben vous imaginez bien, quand on voit une commune insurrectionnelle, une commune qui appuie cette garde nationale dirigée maintenant par un ancien commis de la douane qui s'appelait M. Henriot et qui passe pour être plus ou moins crapuleux, ce qui n'est pas vrai, c'est l'effroi, c'est l'épouvante qui règne à l'intérieur de la législative. Eh bien, Danton est là pour les apaiser. Et il est dans une situation difficile, figurez-vous, parce qu'à peine est-il ministre que vont se produire les événements que vous connaissez bien, les massacres de septembre. Regardons ça d'un peu près. Michel, c'est pas sa faute, il n'avait pas les documents sous les yeux, a parlé de 300 ou 400 ivrognes, 300 ou 400 ivrognes qui se sont jetés comme ça sur les prisons et qui ont fait un massacre d'aristocrates. Reprenons les choses telles qu'elles furent. Les nouvelles militaires sont mauvaises. Pendant très longtemps, pour le désespoir de Marie-Antoinette, les Austro-Prussiens n'ont pas attaqué. Ils ont fini par attaquer. Et ils ont immédiatement remporté les plus grands succès. Longueville s'est rendu, Verdun s'est rendu. Et même le maire de Verdun qui avait parlé de résistance disparaîtra dans un suicide qui est peut-être un assassinat. Toujours est-il que la frontière est ouverte. Et que les Hulans, enfin les lanciers austro-prussiens vont pouvoir arriver dans les environs de Paris. Danton en est fort effrayé, et quand il voit que les aristocrates qu'on a empilés dans les prisons se réjouissent des nouvelles militaires
qui leur annonce une victoire des Austro-Prussiens et probablement leur libération, ces aristocrates organisent des fêtes. Ceux qui avaient de l'argent avaient le droit de faire venir dans les prisons ce qu'ils voulaient. Alors on entend dans les prisons de Paris des chansons, des vociférations, des cris de joie, parce que la République va tomber. Alors Danton comprend parfaitement bien le mouvement qui va se produire du côté de la Commune, de Marat très particulièrement, et je crois pouvoir dire, aujourd'hui on peut le laisser entendre, que Marat est à l'origine de ces massacres des prisons. Ce sont des commandos qui vont sortir de l'hôtel de ville, enfin de la Commune, pour aller dans les prisons, très organisés, très calmes. Ils se font donner les listes d'écrous, ils examinent très rapidement les cas, et tout aristocrate est immédiatement condamné à mort. Ils iront même jusqu'à condamner à mort des délinquants, enfin des droits communs, parce qu'ils les estiment irrécupérables. Tout ça se produira avec un certain ordre, un certain calme. Les horreurs qui se produiront, qui auront lieu autour du corps de la princesse de Lamballe, n'auront pas d'imitateurs. C'est un scandale, c'est une horreur, mais a été purement locale. Tout le reste se produit avec une sorte de calme. Et Danton, ministre de la Justice, n'intervient pas. Ce serait son devoir d'intervenir, et Madame Roland dira plus tard dans ses mémoires, Danton a dit « les prisonniers, je m'en fous ». Ce n'est pas une phrase certaine, mais c'est une phrase probable. Réfléchissons bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que des gens sont là, des prolétaires sont là qui se disent, les aristocrates poussent des cris de joie. Il est bien possible que ce qui avait été annoncé dans le manifeste de Brunswick, à savoir que Paris sera livré à une entière subversion, il est bien possible c'est ce qui va se produire. Eh bien, si nous devons être égorgés, nous allons commencer, nous, par nous débarrasser de ceux qui se félicitent de notre égorgement. Alors, on ne va pas laisser derrière nous des aristocrates, on va les liquider. Eh bien, Danton regarde ça avec sympathie en se disant, c'est un exutoire. Ces gens qui se précipitent sur les aristocrates pour les tuer sont beaucoup moins redoutables que s'ils se précipitaient sur les hôtels particuliers pour les piller. Il lui paraît donc assez utile de laisser se développer ce mouvement horrible, ce mouvement d'insurrection, parce que c'est un mouvement calmant. Néanmoins, le drame est là, puisque les Austro-Prussiens avancent, la situation est redoutable, et dont on sait très bien que le roi avait raison, quoiqu'il ne connusse pas la lettre, où le roi disait, elle est du 14 décembre 91. L'état physique et moral de l'armée française est tel qu'elle est incapable de soutenir même une demi-campagne. L'obsession de Danton est d'essayer d'obtenir qu'il n'y ait pas d'affrontement sur le terrain, parce que ce serait un désastre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, le 2 septembre, le jour où les massacres vont commencer, mais avant que les massacres aient commencé, puisque son discours est le matin, le 2 septembre, il va prononcer un discours où l'incandescence patriotique est à son comble, où il va dire « La patrie est en danger, jeunes gens qui m'écoutez, jeunes Parisiens, enrôlez-vous ». Et il avait, dès la veille, fait organiser des bureaux de recrutement dans toutes les places de Paris et dans tous les carrefours de Paris. Et il demande à ces jeunes prolétaires « Engagez-vous, offrez vos poitrines pour constituer un rempart inébranlable contre l'ennemi, enrôlez-vous tout de suite ». Et ça marche. Et des quantités de jeunes prolétaires s'engagent. Et autour de Danton, du côté en particulier de monsieur Roland, on est fou de joie, parce que autant de jeunes volontaires qui vont partir, qu'on va envoyer immédiatement vers la frontière, autant ce sont des personnages dangereux, en moins pour le désordre social. Et là, je voudrais vous apporter une lettre tout à fait extraordinaire qui a été révélée par Mathiez. C'est une lettre de monsieur Roland qui va dire, ces volontaires, envoyez-les le plus loin possible. La phrase est exactement aussi loin que leurs jambes pourront les porter. Car si on les laisse trop vite revenir, ils arriveront pour nous couper la gorge. Rien de plus clair, par conséquent. Danton est félicité, mais ardemment félicité par M. Roland, qui lui dit « Vous allégez Paris, vous dégorgez Paris, vous libérez Paris de ce qu'il y a de plus dangereux, et ces volontaires sont en temps de moins de péril pour nous-mêmes. » Bon, c'est bien. Oui, mais enfin, tout de même, qu'est-ce qui va se produire? Alors c'est là où Danton va remplacer l'audace apparente par l'astuce. Qui dirige le corps expéditionnaire? C'est Brunswick. C'est Brunswick qui a signé le manifeste, le 25 juillet. Mais Brunswick est un très curieux personnage dont l'élucidation aujourd'hui même n'est pas faite, mais dont nous savons avec certitude que c'est un homme qui était plutôt favorable à la Révolution française, je dis bien, et qui dirigeait avec regret, le mot est dans une lettre de Lebrun, ministre des Affaires étrangères, dirigeait avec regret cette offensive. Une preuve qu'il le faisait avec regret, c'est que dès que Verdun a été enlevé, c'est-à-dire le 2 septembre, Brunswick, chef du corps expéditionnaire, conseille au roi de Prusse de s'arrêter. Il dit on devrait prendre nos quartiers d'hiver. D'autre part, je puis vous assurer qu'en juillet 92, avant le manifeste, du côté des Jacobins et des Girondins, on saluait avec estime M. Brunswick. J'ai lu un texte de Corsas, oui, qui disait que ce serait une chance pour la France d'avoir à sa tête, à la place du tyran Louis XVI, un homme comme
Brunswick. Et même, disait-il, si M. Brunswick vient à Paris, son premier soin sera d'aller aux Jacobins et de mettre le bonnet rouge. Bon, il y aura des négociations secrètes qui vont s'engager avec M. Brunswick dont les dispositions sont si favorables. Mais ce que l'on a appris maintenant, et qui me paraît extrêmement décisif, c'est que Danton a trouvé un argument qui n'est pas négligeable auprès du roi de Prusse. Danton a entre les mains Lebrun, ministre des Affaires étrangères, qui fait ce qu'il veut, et Lebrun envoie divers émissaires, très peu connus, des gens qui ne se font pas remarquer, auprès des hautes sphères prussiennes pour dire ceci, qui a été dicté par Danton. Attention, vous vous approchez de Paris. Le roi est maintenant captif au Temple. Vous avez vu ce qui s'est passé par les massacres de septembre. J'ai été incapable d'intervenir. Eh bien, je crains beaucoup que si on voit approcher les Hulans de Paris, malgré tous mes efforts, je ne puisse pas protéger la vie du roi. Alors, je vous en prie, ne soyez pas, vous, les agresseurs, vous, responsables de la mort du roi, qui est infaillible si vous avancez. Et en effet, le roi de Prusse va être d'accord, et on organisera le simulacre de Valmy. Oh, je sais bien que je contrarie beaucoup de gens aujourd'hui, on m'a parlé encore récemment, et pourtant c'est la vérité. Il n'y a pas de bataille de Valmy. Il y a un échange de coups de feu, un échange de coups de canon. Pendant plusieurs heures, l'armée française et la dangereuse armée prussienne, vous savez ce qu'était que l'infanterie prussienne telle que Frédéric II l'avait constituée, c'était quelque chose d'extrêmement redoutable. Ces deux armées séparées par environ 1 kilomètre vont se regarder face à face sans que ni l'une ni l'autre ne bouge. Mais on échangera des coups de canon, de violents tirs de canon, il y aura environ 500 tués des deux côtés, mais il n'y aura jamais de corps à corps. Ni l'armée française ne s'avance, ni l'armée prussienne ne s'avance. Et comme du côté de l'armée française, il y aura ce très beau geste du général Kellermann qui met son chapeau au bout de son épée, qui crie « Vive la nation », qui est un cri qui va être répété par les volontaires qui sont là. On racontera ensuite que c'est une victoire psychologique remportée sur l'ennemi et que les Prussiens ont été terrifiés par ce cri des volontaires français « Vive la nation ». Jusqu'à Goethe qui dira, oui c'est vrai, ce jour-là, l'histoire a changé de sens et le Vive la nation a impressionné toute l'Europe. Ce n'est pas vrai. En réalité, ce que Danton avait voulu, il l'a obtenu. Pour le bien de la France, il n'y a pas eu de corps à corps à Valmy, il y a eu un recul des Prussiens le lendemain. Dumouriez va envoyer des dépêches que nous avons aujourd'hui et qui sont de purs mensonges. Disons, je les fais harceler, aucun Prussien ne repassera la frontière, ils sont exterminés avant d'avoir rejoint la Prusse. Ils sont si peu exterminés que nous avons les autres dépêches de Dumouriez à ses lieutenants disant faciliter la retraite des Prussiens puisqu'ils ne demandent qu'à se retirer. Les Prussiens, eux, diront, on a été obligés de se retirer parce qu'il y avait la dysenterie qui ravageait nos troupes. C'est possible. Toujours est-il que le 1er octobre 92, il n'y a plus aucun Prussien sur le sol français. Danton a très bien réussi. 1, il a protégé l'ordre social. 2, il a protégé la France, son pays, d'une défaite militaire qui eût été inévitable et désastreuse. C'est la Convention maintenant, puisque la Convention se réunit le lendemain même de Valmy. Valmy, 20 septembre, la Convention, 21 septembre 92. Et Danton, le ministre de la Justice, va prononcer un grand discours sur ce 21 septembre, son premier discours à la Convention. Et sur quoi repose-t-il ce discours? Avant tout sur la question de la propriété. Et Danton va prononcer un mot qui n'est pas très habituel dans le langage juridique. Il va dire, avec nous, les républicains, la propriété, toutes les propriétés, qu'elles soient individuelles ou commerciales, toutes les propriétés seront éternellement protégées. Éternellement n'est pas un adverbe habituel, mais vous savez, rien n'est trop devant l'affolement des possédants, et Danton va être applaudi, non seulement applaudi, mais acclamé, parce que la Convention, qui est remplie de notables, se dit, avec un homme comme lui, nous sommes tranquilles, il ne sera pas porté atteinte à la fortune acquise. Voilà ce qu'il a fait, en réalité, et à quel point sa fameuse audace a été remplacée par l'astuce. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Une loi a été votée disant qu'il faut choisir entre le poste de ministre et le poste de représentant du peuple. Il a été élu représentant du peuple à Paris, et M. Roland, qui est à la fois représentant du peuple et ministre, va choisir son poste de ministre et restera ministre. Parce qu'il a créé un bureau d'information de l'esprit public, avant tout dirigé contre la commune, et que ça lui paraît important. Tandis que Danton, lui, assez courageusement, va abandonner ses 100 000 livres annuels, de revenus, de ressources, de traitement qu'il a, et qui redeviendra simple représentant du peuple à 6 000 livres. Mais il sait déjà quelle compensation il va trouver. En effet, les Austro-Prussiens, étant très mous dans leur défense, vont laisser les troupes françaises, malgré leur faiblesse,
s'emparer d'à peu près toute la Belgique et même une grande partie de la Rhénanie. Et lui, Danton, est extrêmement lié avec Dumouriez et il va être perpétuellement, dans les premières semaines de la Convention, perpétuellement fourré en Belgique. J'ai trouvé dans un livre très peu connu que une amie belge m'a mis sous les yeux, un texte liégeois disant « Oui, nous nous souvenons de Danton et de son ami Lacroix qui, je cite, faisait les vizirs à Liège, tandis que Dumouriez faisait le calife ou le sultan, soit à Bruxelles, soit à Louvain. » Les vizirs, c'est-à-dire qu'ils vivaient probablement dans le divertissement. Effectivement, Danton perpétuellement se fait renouveler ses missions en Belgique. Il ne reviendra que 2 fois, très brièvement, à la veille du 21 janvier pour donner son avis qui sera positif pour la mort du roi, et il reviendra brusquement, ça déchiré, très malheureux, c'est vrai, parce que brusquement on lui a appris que sa chère Gabrielle, qu'il aimait beaucoup, était morte. Il se précipite sur Paris, il va faire déterrer cette morte, faire même... Il exige un moulage de ce visage qui est déjà décomposé. Enfin, il est très bouleversé, mais ça ne l'empêche pas de regagner assez rapidement son palais de Liège. Nous sommes en présence maintenant d'une aventure opaque, je dis bien le mot opaque, parce que j'ai étudié tout ce que j'ai pu sur ces journées et je n'ai jamais trouvé d'explication claire. Voyons, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, il se produit brusquement que dans Paris, il y a une grande émotion qui tient comme d'habitude au ravitaillement insuffisant du pain, mais aussi qui tient à ce que il y a un danger parce que le 1er mars, les Autrichiens ont attaqué. Ils ont attaqué pour de bon. À ce moment-là, la plupart des troupes de Dumouriez étaient en Hollande. Or, Dumouriez avait décidé tout seul, poussé par Danton, d'aller en Hollande, alors que le gouvernement de la Convention n'était pas favorable à ces attaques à Hollande. Il avait laissé derrière lui, Dumouriez, en général, Miranda, qui tenait les troupes du côté d'Aix-la-Chapelle. C'est ce malheureux Miranda qui est culbuté par l'avance autrichienne. Les Autrichiens libèrent tout à coup, presque entièrement, la Rhénanie. Il ne reste plus que la ville de Mayence, qui était héroïquement, je dis, défendue pendant plusieurs mois par un Kléber, qui obtiendra de sortir avec ses hommes, avec les honneurs de la guerre de Mayence. Mais toujours est-il que la situation est dramatique. Soudain, le 8 mars, Danton reparaît affolé à la tribune de la Convention et dit « Je vous apporte des nouvelles très graves, nos troupes ont subi un échec considérable et la patrie est de nouveau menacée. » Qu'est-ce qui va se produire? Les Girondins l'ont déjà attaqué. Les Girondins le considèrent comme un dangereux anarchiste, bien qu'il soit si conciliant, et vont l'ennuyer sur les questions de la gestion financière de son ministère de la Justice. Ils vont essayer d'obtenir de lui des comptes qu'il ne donnera pas. Et il a un très bon argument pour ne pas les donner. Il y a eu des négociations diplomatiques et tout le monde sait que l'on ne peut pas révéler des négociations diplomatiques qui se sont engagées. Il y a là ce qu'on appellerait aujourd'hui du secret défense. Toujours est-il qu'il est bien certain que Danton, je ne sais pas si s'est enrichi lui-même, mais je sais qu'il a été extrêmement gentil pour ses amis et collaborateurs, en particulier pour Camille Desmoulins et pour Fabre d'Églantine, auxquels il avait donné à l'un et à l'autre un poste plus ou moins fictif, mais qui rapportait tout de même 10 000 livres. Je sais également, et tout le monde le sait, que Danton a fermé les yeux sur une opération assez repoussante réalisée par son collaborateur Fabre d'Églantine, c'est l'histoire des souliers. Fabre d'Églantine a vendu des souliers à l'armée française et a truqué sur les factures. Il a fait de fausses factures, je ne sais pas les chiffres, supposons qu'il y a eu 10 000 soldats qui ont reçu des semelles cartonnées qui duraient environ 24 heures et il l'a fait payer très cher à l'État français. Alors les Girondins sont ravis et disent « vous allez rendre gorge ». Et, je vous le répète, Danton se défend en disant « non, ce sont des secrets de la défense ». Toujours est-il qu'il est pris à la gorge par les Girondins à ce moment-là et que, se sentant compromis parce que Dumouriez est suspect, les Girondins vont inventer, vont dire de lui, il avait un accord secret avec Dumouriez et il préparait une offensive de Dumouriez qui serait revenu avec des troupes particulièrement dévouées à sa personne dans Paris pour établir une sorte de condominium sur la France, Danton-Dumouriez. Tout ça est absolument obscur. La seule chose que je puis vous dire est la seule certitude que nous avons sur le comportement de Danton, c'est que, se sentant compromis, il va prendre une attitude de gauchiste foudroyant. Et c'est lui qui va faire créer, le 10 mars 93, ce tribunal révolutionnaire qui le tuera lui-même un an après. Vous savez, il est très difficile à suivre, Danton, au point même que ces évolutions vont nous donner le vertige. Le 1er avril 93, il va faire contre les Girondins une déclaration si vigoureuse que je tiens à vous en lire l'essentiel. Il dit « Plus de trêve,
Guerre à mort entre nous autres montagnards qui voulions la mort du tyran et les lâches qui ont tout fait pour le sauver. Ce sont les Girondins. Et il ajoute, parce que vous savez, il y avait un goût assez curieux des images que vous allez pouvoir apprécier. Je me suis retranché dans la citadelle de la raison et j'en sortirai avec le canon de la vérité qui pulvérisera tous nos ennemis. Vous voulez ma tête? Eh bien ma tête, loin de tomber, elle sera encore longtemps la tête de Méduse qui fera trembler les ennemis de la liberté. Ça c'est du 1er avril. Vous entendez, 1er avril. Le 4 avril, il renverse sa politique complètement. Et le voilà qui parle de fraternité, d'amitié. Il dit, mais cessons de nous battre, la patrie est en danger, il faut une unité nationale. Et Danton va entrer à la tête d'un nouveau comité de salut public, d'un premier comité de salut public, celui du 6 avril 93, comité de salut public qui va durer jusqu'en juillet. Et ce comité de salut public ne fera pas grand-chose. Le 11 mars, attention, le 11 mars 93, c'était produit en Vendée, ou plus exactement au nord de la Vendée, à Machecoul, un drame. On parle aujourd'hui volontiers, vous savez, du génocide vendéen. C'est un mot inexact, puisque génos veut dire la race, et qu'il ne s'agit pas du tout d'une extermination raciale. Mais il est parfaitement vrai qu'il y aura des horreurs commises en Vendée, qu'on peut estimer à 150 000 peut-être le nombre des victimes. Mais que l'on n'oublie pas de nous dire, et on oublie toujours de le faire, que tout a commencé le 11 mars 93 à Machecoul, où un massacre de républicains a été pratiqué. Environ 100 fonctionnaires qui étaient là pour une levée d'hommes, puisque la Convention avait décidé que 300 000 hommes devaient être levés. La protestation de la Vendée n'est pas une protestation royaliste ou catholique. Elle le deviendra. Mais quand il y avait eu déjà, et Dieu sait en 92, la persécution des prêtres réfractaires, les Vendéens n'avaient pas bougé. Ils vont bouger parce que on prétend les mobiliser pour une opération de guerre. On veut qu'ils aillent se faire tuer pour des gens qui ne parlent même pas leur langue et pour aller se battre à des frontières qu'ils ignorent. Ils ne s'intéressent absolument pas à ce qui peut se produire à l'est de la France. Ils ne veulent pas quitter leur pays. Ils ne veulent pas aller se faire tuer pour une république qui ne les intéresse pas. Peu à peu, tout cela va changer. Peu à peu, ça deviendra un grand mouvement d'insurrection royaliste et catholique. Mais au départ, c'est une protestation de gens qui refusent de faire le service militaire. Et Danton, qui dirige le comité de salut public, s'est adressé à un copain à lui, un camarade à lui qui est assez ignoble, qui s'appelle Westermann. Et Westermann a recruté à Paris des volontaires, ce qu'on appellera tout de suite en souriant et en ricanant les volontaires à 500 livres, car il remettait 500 francs à tout volontaire qui acceptait d'aller se battre en Vendée. C'était, il faut bien l'avouer, une lie parisienne qu'avait groupé Westermann. Ces gens considèrent surtout la Vendée comme un terrain de chasse. Ils pourront faire du pillage et faire du viol comme ils le voudront. Et les insuccès s'accumuleront. Et la situation en Vendée ne va pas cesser de se dégrader. D'autre part, il va y avoir l'aventure des 31 mai 2 juin. Qu'est-ce que c'est? Vous vous rappelez peut-être que le 31 mai 2 juin, la nouvelle garde nationale, dirigée par Henriot, va cerner la Convention. Et va obliger la Convention, va l'obliger par la contrainte, à s'amputer elle-même de 30 députés girondins qui vont être chassés de la Convention. C'est évidemment un attentat. Monsieur Michelet pousse des cris et dit c'est le grand drame de la Révolution, c'est un attentat à la représentation nationale. C'est parfaitement vrai. Attentat à la représentation nationale parce que ce sont quelques Parisiens, des Parisiens violents, des Parisiens faubouriens, qui vont peser sur la représentation nationale et qui n'ont aucun droit de le faire. C'est vrai que c'est un attentat à la représentation nationale. Mais là intervient mon ami Lamartine qui va dire si ce gouvernement tel qu'il était avait duré encore 6 mois, c'eût été la fin de la nation française et comme république et comme nation. Donc, contrairement à M. Michelet, Lamartine reconnaît que le 2 juin a été une opération de salut. Le comportement de Danton ce jour-là est extrêmement énigmatique, contradictoire. Publiquement, il demande l'arrestation de Henriot. Et on sait, ou on croit savoir, qu'il aurait murmuré à l'oreille de Henriot, vas-y, je te soutiens, continue. On ne sait pas. Toujours est-il que Danton laisse faire cette opération, une opération illégitime. Il laisse les Girondins exclus, mais ces Girondins qui ont pourtant promis de ne pas quitter Paris, Robespierre les a protégés, a empêché qu'on les emprisonne, a demandé simplement qu'ils soient surveillés à leur domicile et qu'ils donnent leur parole de ne pas quitter Paris. La plupart s'en iront, si bien qu'à la fin du mois de juin, c'est le 2 juin que l'opération a été faite, à la fin du mois de juin, la situation en France devenait terrible parce que ces Girondins en province vont soulever la province contre Paris. Je vous ai rappelé déjà que le 29 mai, Lyon s'était mis en insurrection. À la fin, suivez-moi bien, à la fin du mois de juin 93, 60 départements sur les 83 départements français sont en insurrection.
la situation devient dramatique. Or, ce comité de salut public doit être renouvelé mois par mois. Un renouvellement doit avoir lieu le 10 juillet 93. Au renouvellement du comité de salut public du 10 juillet 93, Danton annonce à ses amis « Ne votez pas pour moi, je ne désire pas être renommé au comité de salut public ». On hésite pour l'interprétation, et on sait très bien ce que Danton disait, avec ses façons qu'il a d'être assez volontiers grossier. Il tapait sur le ventre de ses amis et dit « Écoutez, je viens de me remarier, c'est vrai. Il ne supportait pas le veuvage, sa femme était morte le 17 février, il vient de se remarier avec une très jeune fille qui s'appelle Louise. Cette petite Louise a 15 ans et demi. Et Danton, avec ce goût qu'il a des plaisanteries sexuelles, dit « Mais vous savez, elle a 15 ans et demi, j'ai toutes sortes de choses à lui apprendre, alors soyez un peu gentil, laissez-moi dans ma lune de miel. » Je suis convaincu qu'effectivement il est très content d'être tranquille, mais que surtout, la situation extérieure et intérieure est telle qu'il préfère ne plus avoir la responsabilité et qu'il va se placer dans la coulisse. Il ajoute « Dans cette coulisse, je surveillerai, je serai le stimulant du nouveau gouvernement, du nouveau comité de salut public. Je serai l'aiguillon, je serai l'éperon du nouveau gouvernement. » Tiens donc, en réalité, je crois qu'il se met en coulisses pour observer ce qui va se produire et agir en conséquence. Qui va rentrer au comité de salut public? Eh bien, vous savez, c'est Robespierre. Le 10 juillet, les amis de Robespierre, il y en a déjà quelques-uns qui sont au gouvernement, en particulier Saint-Just et Couthon sont du gouvernement du salut public, et ils demandent à Robespierre « Rejoins-nous ». Et ce 10 juillet, Robespierre refuse. Pourquoi refuse-t-il? Peut-être parce qu'il se sent malade. C'est vrai que Robespierre est un homme malade. C'est vrai qu'il est miné par une tuberculose, je crois. C'est vrai qu'il a peut-être peur des responsabilités qu'il devrait prendre. Ça, c'est son refus du 10 juillet. Le 27 juillet, une vacance s'est produite. Un des membres du comité de salut public s'est retiré. Et les amis de Robespierre le supplient d'accepter. Et cette fois, il va dire oui. Pourquoi? Eh bien, laissez-moi présenter là mon interprétation dont je ne suis pas sûr. Mais je crois que ce qui a décidé Robespierre à accepter le 27 juillet ce qu'il a refusé le 10 juillet, c'est l'affaire Marat. C'est en effet le 13 juillet que Marat a été assassiné par Charlotte Corday. Et le meurtre de Marat est une chose qui est utile pour la République. Parce que c'est une mort intéressante. C'est une mort d'un martyr républicain. Et j'ai bien l'impression que Robespierre, qui se sait très malade, se dit, plutôt que d'attendre la mort misérablement dans mon lit, parce qu'il pense qu'il va mourir rapidement, je vais accepter une responsabilité extrêmement redoutable, je vais me faire cible, et si l'on me tue, ma mort aura une signification comme celle de Marat, et elle soutiendra l'idée républicaine. Toujours est-il que voilà Robespierre à la tête du comité de salut public. Et Danton, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, vous savez, il disparaît. On ne sait pas ce qu'il va faire au mois d'août. Et c'est là que je suppose, mais je dis bien je suppose, que Danton n'est pas étranger aux négociations secrètes qui vont se produire autour de Marie-Antoinette, en disant qu'on pourrait arriver à faire un pet compromis avec l'Autriche si l'on lui remet Marie-Antoinette que l'on délivrerait. Je n'en sais rien, je suppose seulement. Ce que je sais bien, c'est que tout à coup, Danton va reparaître les 5 et 6 septembre 93. Nouveau mouvement dans Paris. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle dramatique, effrayante, est tombée sur les Parisiens. Quoi donc? C'est ce qui vient de se passer à Toulon. À Toulon, la flotte française croisait en mer, en Méditerranée, sous la conduite de deux amiraux, l'amiral Chaussegros et l'amiral Trogoff. Et tout à coup, ces deux amiraux passent à l'ennemi, remettent la flotte française aux Anglais et facilitent le débarquement des forces anglaises à Toulon, dont l'arsenal tombe entre leurs mains. C'est une nouvelle si terrible qui arrive sur Paris, qu'évidemment il y a une espèce d'affolement, il y a une agitation, il y a des gens qui se précipitent du côté de la Convention, conduits par Chaumette du reste, pour obtenir que tout de suite des mouvements, enfin des modifications se produisent, et c'est à ce moment-là que Robespierre va obtenir, poussé du reste par Saint-Just et par ses amis, la décision du maximum. Quel maximum? Eh bien, à la fin de septembre, on va décider que 30 des denrées les plus nécessaires à l'alimentation de Paris seront maintenant taxées. Elle ne pourra pas dépasser un certain prix. C'est ce qu'on appelle le maximum. Mais d'autre part, le même Robespierre va décider qu'il y aura une augmentation acceptée du prix des denrées qui sera d'un tiers plus cher qu'en 90, mais une augmentation du double pour les salaires. Par conséquent, c'est un avantage très sérieux qui est accordé à la classe ouvrière. Bon. Eh bien ça, Danton le considère avec intérêt, et comme il est de nouveau soupçonné d'être pas sérieux, comme républicain, le voilà qui va se transformer en républicain fulminant, et reprenant son personnage du 10 mars, qui était celui qui va créer le tribunal révolutionnaire, c'est lui qui va dire « La terreur doit être maintenant à l'ordre du jour, et je demande une tête par jour ».
Or, après cette magnifique déclaration, Danton va demander un congé. Il va d'abord à Arcis-sur-Aube. Le bruit courra qu'il s'est retiré en Suisse, ce qui est une calomnie. Comme on sait qu'il est enrichi maintenant, des gens qui le détestent vont dire il va jouir de sa fortune, sa mauvaise fortune acquise en Suisse. Ça n'est pas vrai. Il ne fait rien, mais il va reparaître au début de décembre, transformé. Le même homme que l'on avait entendu le 5 septembre demander une tête par jour va maintenant réclamer l'économie du sang des hommes. Et c'est lui, Danton, qui va lancer un mot qui aura un très grand succès, le mot « ultra ». Les ultra-révolutionnaires, ce sont ceux qui veulent aller au-delà de ce qui est possible de faire. En réalité, ce sont ceux qui menaceraient la fortune acquise. Danton est maintenant favorable à une stabilité de la révolution, que ceux qui ont acquis une situation meilleure voient cette situation garantie. Et il a derrière lui quelqu'un qui est dans sa main et qui obéit toujours à sa poussée, qui est le petit Camille Desmoulins. Camille Desmoulins va lancer à partir du 5 décembre une publication irrégulière qui s'appellera Le Vieux Cordelier, et remarquez le mot Cordelier. Les Cordeliers autrefois étaient les plus agressifs dans la Révolution, et il va faire croire que c'est l'esprit même Cordelier qui va s'exprimer dans sa nouvelle publication. Mais avant le 5 décembre, qui est le premier jour où apparaîtra le Vieux Cordelier, le 3 décembre, quelque chose s'est produit d'important aux Jacobins, et je demande une attention particulière pour ce que j'ai à vous dire là. On avait décidé aux Jacobins de faire passer un examen individuel à chacun des membres pour voir s'ils étaient dignes ou non dignes d'être inscrits aux Jacobins. Le 3 décembre, le cas Danton est sur la sellette. Robespierre va intervenir. Et Robespierre va intervenir en faveur de Danton. Mais il dira toutefois, avec vérité, il m'est arrivé, au moins 2 fois, de considérer avec regret, et même avec colère, dit-il, les comportements de mon ami Danton. À l'égard de Dumouriez, il a été un peu suspect, et à l'égard des Girondins, il a attendu beaucoup trop de temps avant de passer contre eux. Toutefois, dans son domestique, c'est le mot qu'il emploie, dans son domestique, dans sa vie familiale, je dois dire qu'il est irréprochable. Il faut que vous sachiez que Robespierre est un homme qui est très attentif au comportement humain des gens. Et souvent, il avait été invité chez Danton comme il était invité chez Camille Desmoulins. Et il avait vu que ce Danton, qui se conduisait très mal, qui trompait sa femme tout le temps, était, dans son domestique, dans son foyer, un homme estimable. Aucun reproche ne peut être fait à Danton quant à ce comportement familial. Il aimait sa femme, il aime ses enfants. Par conséquent, je suis en faveur, je demande qu'il soit maintenu. À la fin tout de même, néanmoins, disait Robespierre, je puis me tromper. Il regarde donc Danton avec intérêt, et il est d'une patience à l'égard de Camille Desmoulins qui nous surprend. Figurez-vous que Camille Desmoulins va aller jusqu'à demander l'élargissement immédiat et total de tous les suspects. Or, on en avait arrêté des centaines de mille. Si on avait écouté Camille Desmoulins, c'eût été tout à coup tous les réactionnaires, tous les royalistes qui auraient été élargis et qui auraient été capables de ruiner la République. Robespierre a calmé le petit Desmoulins, il veut le considérer comme un enfant, il lui dit « Vous suivez trop facilement des poussées extérieures, vous êtes raisonnable puis déraisonnable ». Toujours est-il qu'il le maintient, il le couvre, ce qui exaspérera les hébertistes. Mais il y a Saint-Just qui est là, qui veille. Robespierre est tombé malade le 13 février. Il sera malade environ 1 mois. Saint-Just va le voir jour par jour. Et c'est Saint-Just qui va convaincre ce Robespierre malade de faire une opération brutale pour se délivrer coup sur coup des 2 factions. Quelle faction? La faction des ultras, c'est vrai, la faction des hébertistes, qui vont donner matière à les surveiller de près, parce qu'un homme comme Carrier et un deuxième comme Montmoreau et un troisième plus prudent comme Hébert vont parler d'une tentative d'insurrection. Une insurrection contre la Convention, c'est coupable. Alors on va commencer par frapper les hébertistes, mais tout de suite après, on va frapper, après avoir frappé les ultras, on va frapper ceux qu'on appelait maintenant les citras, c'est-à-dire ceux qui sont en retrait. Et les principaux citras, c'est Camille Desmoulins et c'est Danton. Il y aura une entrevue dont on connaît la date, puisque c'est juste avant, 2 jours avant l'arrestation de Danton, où Danton a été reçu par Robespierre. C'est vrai, il est tout à fait certain qu'il y a eu conversation. Danton a été arrêté le 31 mars, c'est le 29 mars. Bon, c'est le 29 mars qu'une entrevue confidentielle a eu lieu, et Saint-Just voit un Robespierre bouleversé et plein de rancœur d'avoir été si longtemps dupe de Danton. Il faut savoir que le 17 février 93,
Lorsque Danton avait perdu sa femme, Robespierre lui avait écrit une lettre qu'on a souvent reproduite et qui est saisissante, qui est une lettre très fraternelle, extrêmement amicale, où je ne crois pas qu'il se force du tout. Il dit à Danton, je suis toi. Je comprends parfaitement la douleur qui peut être la tienne d'avoir perdu sa femme. Et maintenant, se rappelant cette lettre, il se dit, mon Dieu, que j'ai été sot. À quel point je me suis laissé avoir. Danton l'a écœuré dans cette entrevue pour 2 raisons. Premièrement, parce que Robespierre lui demande ce qu'il pense de Camille Desmoulins, puisqu'on sait très bien que Camille Desmoulins est dans sa main et dans la main de Danton. Et à la stupeur de Robespierre, il entendra Danton dauber contre Camille Desmoulins, qui est son homme, et dire, écoutez, mon cher Robespierre, je vais vous dire la vérité, le pauvre Camille est en proie à un vice inavouable. Je pense qu'il voulait dire homosexualité. Et Robespierre est stupéfait et gêné de voir que Danton accuse son ami Camille Desmoulins alors qu'il l'a dans la main. Et d'autre part, d'après Robespierre, il dit, j'ai été écœuré du comportement de Danton devant moi, qui a essayé en vain de pleurer. Est-ce vrai? Toujours est-il que Robespierre souscrit à l'arrestation qui aura lieu le 31 mars, dans la nuit du 31 mars 94. Et qu'est-ce qui va se passer? Danton s'écrira, et beaucoup d'antonistes disent, on lui a coupé la parole. Ce n'est pas vrai. Le 3 avril, Danton sera exécuté le 5. Le 3 avril, Danton va parler presque toute la journée, dans un immense discours. Un discours tellement véhément que, paraît-il, on l'entendait de l'autre côté de la Seine, ce qui n'est pas certain. Il aura là un aplomb incroyable. Il va dire, on m'a soupçonné d'être un vendu, parce que l'on apporte la preuve de ma vénalité, parce qu'il ne s'imagine pas que l'on retrouvera le fameux papier de Mirabeau du 10 mars 91. Un homme comme moi, dira-t-il, est impayable. Je comprends bien ce que ça veut dire, puisque ça signifiait qu'il encaissait l'argent de la cour, mais qu'il ne remplissait pas son contrat. Quant à ma fortune, il osera dire, avec ce que je dois bien appeler un culot monstre, ma fortune, elle a toujours été le petit nombre de biens que j'ai toujours eus. Comme si sa fortune ne s'était pas transfigurée entre 90 et 91 et qu'il n'était pas devenu un notable considérable propriétaire d'une gentilhommière. Si bien que, pour régler la question, on se comportera avec une très grande dureté, on ne lui permettra pas à Danton de faire venir le lendemain 4 avril les témoins à décharge qu'il avait demandé. On inventera, car je crois qu'on peut dire on inventera, une conspiration dans les prisons qui implique un règlement brutal de la question, et le 5 avril, Danton sera conduit à la guillotine. Il se conduira bien du reste, c'est un homme qui a le goût du théâtre, vous savez, et il est historique, qu'il a dit au bourreau, n'oublie pas de montrer ma tête au peuple, ma gueule en vaut la peine. Toujours est-il que le voilà tué. Ce que j'ai à dire maintenant, j'y tiens beaucoup. Je suis convaincu, croyez-moi, je suis convaincu, que si Danton n'avait pas été liquidé le 5 avril, il aurait parfaitement été un de ceux, le 27 juillet 94, qui vont hurler à la mort de Robespierre. Pourquoi donc? Eh bien, vous savez que depuis, ou vous ne savez pas, que depuis 1914, une révélation a été faite. Les frères Lameth étaient 3. Théodore de Lameth avait survécu, et c'est en 1914 seulement qu'on va publier ses souvenirs. Et dans les souvenirs de Théodore de Lameth, il y a ceci. J'ai eu, à telle date qui m'échappe, et dont je ne sais pas ce qu'il y a dans le texte, j'ai eu un entretien confidentiel avec Danton. Danton m'a ouvert son cœur et m'a parlé de cette sale démocratie, entre guillemets, la sale démocratie que veulent les montagnards, et de cette république de Visigoth, vous entendez bien, la république de Visigoth dont rêve Robespierre. Danton est en réalité un thermidorien en puissance. Et quand on sait la façon dont il concevait la République, quand on sait que finalement, il a considéré la Révolution comme de l'eau trouble facilitant une bonne pêche, on ne peut s'empêcher de considérer que le personnage était finalement assez bas et même avec des côtés sinistres.